French morning. French morning. French morning. French morning. French morning. French morning. French morning, y'all. Dans ce nouvel épisode de Révolution bilingue, nous partons à la rencontre de Rhonda Broussard, une Louisianaise francophone qui a fondé et dirigé un réseau d'écoles d'immersion aux États-Unis. Éducatrice chevronnée et reconnue dans le domaine de l'éducation internationale, Rhonda Broussard vient d'écrire One Good Question, un livre dans lequel elle explore le rôle de l'éducation dans la formation des futures générations. Le podcast Révolution bilingue est proposé conjointement par French Morning et Calec. Eh bien, bonjour, chère Rhonda. Merci de nous rejoindre sur ce podcast. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Merci Fabrice de m'avoir invité. Je suis Rhonda Broussard. Je suis maman en premier lieu. Je suis enseignante depuis l'âge de 17 ans. Actuellement, je suis fondatrice et PDG de Beloved Community. C'est une ONG basée aux États-Unis, à la Nouvelle-Orléans. Et je suis de la Louisiane, ce qui a beaucoup influencé mes choix dans la vie, comment j'élève mes enfants. Je ne savais pas que ça serait une vocation éventuelle, mais aussi qui a influencé la manière dont je travaille. Donc, tu parles quelle langue alors? Oui, donc je parle français, évidemment, je parle aussi anglais. Et ce qui est intéressant, c'est que je suis de Lafayette en Louisiane, ce qui est vraiment le berceau de la culture cajun et créole. Et c'était grâce à mes grands-parents que je parle français aujourd'hui. Moi, je suis née en 75. Et si vous connaissez la Louisiane, 75, c'est la génération codophile. Le Conseil pour le développement de France et en Louisiane a été fondé aux années 60. Et cela fut fondé parce que la génération de mes grands-parents, c'était la dernière génération dans notre paroisse qui parlait français, qui parlait créole en famille. Et eux, ils ont appris à parler anglais à l'école. Et ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont vécu, c'est ce que tout le monde dans leur société parlait français, parlait créole. Mais à l'école, ils étaient punis et vraiment battus s'ils parlaient une langue autre qu'anglais. Et donc, ils ont pris la décision de ne pas apprendre la langue à leurs enfants. Donc, mes parents et leur génération, qui ont été élevés à Lafayette, eux, ils parlent pas français. Sauf s'ils sont en train de raconter une histoire des aïeux. Ils disent, oh oui, mamie et papy faisaient ceci et cela, et puis ils vont dire quelques mots en français, quelques mots en créole, des blagues et tout ça, des chansons. Mais ils ont vu déjà dans une génération comment ils ont perdu la langue. Et donc, Codophile, c'était pour vraiment revaloriser la langue française, la culture cajun, vraiment culture cajun, mais aussi culture créole dans notre région. Et donc, moi, comme je suis née à 75, pour mes grands-parents, il y avait un peu de distance, là, un peu de distance de cette honte. Oui, donc ils avaient moins honte de parler français, moins honte de parler créole. Mais pour eux, c'était déjà la langue de secret. À Lafayette, il y a le français, il y a le créole, et nous, notre créole, c'est Koulivini. Et donc, vous savez, comme partout dans le monde créolophone, les créoles même sont différentes. Oui, donc le créole qu'on parle Koulivini à Lafayette, c'est pas le créole en Haïti, c'est pas le créole en Martinique, en Guadeloupe, Saint-Lucie, machin. Et moi, je parle pas créole, je parle pas Koulivini, je parle français. Mes grands-parents, moi, ce que j'ai compris, c'était le français à l'époque. Et ce qu'ils nous ont appris à l'école, c'était le français. Je vois le lien entre le créole et le français. Moi, je peux bien comprendre le créole, et que ce soit un créole haïtien, martiniquais, koulivini, machin, mais je réponds toujours en français. Et je comprends le créole à travers le français. Parce que mes grands-parents, ils m'adressaient pas la parole quand j'étais petite. Donc, c'était juste là, écouter dans le coin. J'avais 14 ans, 15 ans, peut-être 15 ans, je crois, la première fois que j'ai vraiment compris tout ce que ma grand-mère me disait. Au fait, et elle me parlait pas. Elle était au téléphone avec une de ses sœurs ou un de ses frères, et il parlait de quelqu'un dans la famille, et moi, je faisais mes devoirs là au comptoir, tranquille, et j'ai compris ce qu'elle disait. Et puis, je me suis dit, non, garde la tête en bas, continue tes devoirs, parce que si elle sait que moi, je comprends, elle va cesser de parler devant moi. Et puis, avec cette même grand-mère, j'avais 19 ans, je crois. C'était la première fois que je suis partie en France. C'était la première fois qu'elle m'a adressé la parole en français. Et elle me dit, et il y avait une honte là, quand elle m'a dit ça, elle me dit, tu sais, quand tu rentres, je vais te parler un peu plus dans ma langue, mais c'est pas comme ce qu'ils font là en Europe. C'est pas comme, c'est un français cassé.
Et je lui ai dit, mais mamie, c'est pas pour ça, c'est pas pour être comme les Européens que je suis là en France, c'est parce que c'est ici, à l'époque, c'était la seule manière que j'avais d'approfondir mes études de la langue. Euh, oui, donc, oui, volontiers, j'aimerais bien parler beaucoup plus en famille, mais j'avais vraiment pas l'occasion. Oui, donc il fallait surmonter un problème linguistique, mais aussi un autre problème, un traumatisme, une honte de ne Oui, pas parler. tout à fait, tout à fait. Et c'est intéressant parce que c'était à Lafayette. Bon, Lafayette, c'est la grande ville, c'est le siège de notre paroisse. Mais si vous aviez grandi dans la paroisse, dans les plus petites villes et villages, il- le, le ch- la chance que tu parles toujours créole, Koudivini, c'est beaucoup plus forte. Donc, ma mamie qui habitait vers Saint-Martinville, vers Pombro à Parc, les cousins là-bas, eux, ils comprennent beaucoup plus de Kourivini. Et même les adultes qui ont le même âge que mes parents, eux, ils parlent toujours Kourivini. Mais comme mes parents, ils ont grandi en ville, Lafayette, ils ont pas eu tant d'accès à la langue. Et la famille est en Louisiane depuis combien de temps? Depuis toujours, je dirais. Bon, les Broussards, comme je suis Rhonda Broussard, les Broussards, c'était les Acadiens qui ont fondé ma ville natale. Donc, ça fait depuis au moins 250 ans que les Broussards sont arrivés à Lafayette. Mais comme on est créole, en ce qui concerne l'ethnicité, ça veut dire que ben, il y a une filière des Cajuns, dans le nom de Broussard, puis on a aussi une filière haïtienne. Si on regarde les noms de jeunes filles, le nom de jeune fille de ma mère, c'est Célestine, ça vient de la migration haïtienne. Le nom de jeune fille de sa mère, c'est Ledé, ça provient de la migration haïtienne. Et puis aussi, on a la population indigène. Donc, dans notre communauté, c'était Choctaw ou c'était Creek. Et donc, du côté de mon père, on a aussi des aïeux, des ancêtres qui étaient indigènes. Et donc, les indigènes, ils sont là depuis. Les Haïtiens, ils sont arrivés avant la Révolution, donc c'est-à-dire avant 1804, avant aussi que la Louisiane soit vendue aux États-Unis. Et donc, puis il y avait un mélange des Acadiens qui sont arrivés avant, les Haïtiens qui sont arrivés avant, et puis les indigènes qui étaient déjà sur place. Voilà, ça retrace un peu, finalement, par le biais de ta famille, toute l'histoire de la Louisiane, des différentes vagues migratoires et Oui, de la richesse aussi culturelle de cet État. tout à fait. Et tu sais, ce qui est marrant, c'est ce que moi, j'ai toujours compris notre migration. En fait, j'ai pas toujours compris. Quand j'étais petite, à l'école, ils nous ont appris que l'histoire des Acadiens. Et donc, on a tout appris à propos des Broussards, Beau Soleil, c'est le plus connu. On a tout appris à propos de Beau Soleil, Évangéline, on faisait les petites chansons acadiens et les rites acadiens. Et un jour, je rentre à la maison, j'avais quoi, 7, 8 ans. Je rentre à la maison et je dis à mamie, oh mamie, tu sais, nous en tant que Cajuns, et elle me dit, mais chat, arrête. Nous, on n'est pas Cajuns. Je sais, c'est ce qu'on vous apprend à l'école, mais nous, on est créoles, il y a une différence. Mais c'est vrai qu'à l'école, on nous a pas appris ce que c'était d'être créole. J'avais une seule, une seule prof de français qui était créole. Et les autres étaient cajuns, ou bien belges. Euh, je sais pas pourquoi on avait des Belges à l'époque, mais on avait quelques Belges, quelques Canadiens à l'époque. Mais c'était intéressant parce que personne ne nous a appris ce que c'était. Et la toute première fois, il y a un livre dit de, comment ça s'appelle? Isabelle Allende. Isabelle Allende a écrit un roman historique au sujet de la Louisiane à cette époque. Et le roman, c'est Island Beneath the Sea. Je ne sais pas comment elle a fait ses recherches, mais Fabrice, dans ce livre, c'est la première fois que j'ai vu quelques de nos expressions de Lafayette dans un livre. J'avais jamais lu. Par exemple, pour moi, le mot tignon, j'avais jamais vu le mot tignon de ma vie entière. J'avais toujours entendu le son de ma mamie, va chercher ta tignon, va chercher ta tignon, va chercher ta tignon, avant d'aller au lit le soir, pour mettre sur la tête. Dans un cours de français, dans un livre de français, dans un film, jamais. Et puis quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais elle nous comprend vraiment. Elle a vraiment, vraiment conduit ses recherches pour savoir ce que nous on dirait à l'époque et ce que nous on dit toujours. C'est quoi Tignon alors? Oui. Juste pour qu'on Tignon, sache. oui, un tignon. C'est comme un foulard que les femmes mettent sur la tête. Et donc, tu mets sur la tête. Nous on fait, en Louisiane, on fait pour
protéger ta coiffure avant d'aller au lit. Donc, tu mets ta tignon, puis tu vas au lit. Mais aux Antilles, le tignon, c'est aussi comme quand tu vois, je pense à la Martinique, où les femmes ont comme des foulards en madras colorés. Ça aussi, c'est un tignon. Donc, aux années, je sais pas, 17e siècle, il y avait des lois en Louisiane qui disaient que les cheveux et les coiffures des femmes noires avaient une distraction. Un peu comme on voit parfois aujourd'hui, mais que les femmes devaient sortir avec les cheveux couverts. Et c'était la loi du tignon. Et on était obligé de mettre des tignons en place publique. Et cette histoire et ce que tu dis aussi sur le fait que personne ne t'a appris ce que c'était qu'être créole, qu'est-ce que tu en retiens et qu'est-ce que tu as finalement créé comme explication ou comme définition à cette identité? Oui, moi, je savais vraiment pas quoi faire parce que mes parents, ils en parlaient pas. C'était pas quelque chose d'intéressant pour leur génération. Ils étaient noirs, ils étaient américains, ils parlaient que de ça. Et puis, nous les petits-enfants, on avait aussi un peu de... Oui, c'était une honte. Une honte de la musique et le coutume de nos grands-parents. Oui, le Zydeco, par exemple. Quand j'étais petite, le dimanche, il y avait une seule station radio pour la musique noire à Lafayette. Et le dimanche, ils faisaient la musique gospel jusqu'à midi. Et puis après, le midi jusqu'au soir, c'était le Zydeco. Et nous, on disait Tchenk et Tchenk. Et chaque fois que mamie mettait, ça passait de gospel au Zydeco. Oh, mais on va pas écouter ça, mamie. On veut pas danser Zydeco, mamie. On va pas faire ces vieux trucs. Maintenant, aujourd'hui, j'adore Zydeco. Je fais écouter Zydeco à mes enfants. Je les accompagne au Zydeco parce que c'est important. Non seulement la musique, et aujourd'hui, la plupart des Zydeco, c'est chanté en anglais. Parce que les générations, ils ont pas gardé la langue, donc pour eux, chanter en créole, c'est beaucoup plus difficile, donc ils chantent la plupart des Zydeco en anglais. Mais pour moi, c'est un si beau souvenir de la vie, de la joie de vivre de notre grand-mère. Et je veux retenir ça. Je veux que mes enfants qui comprennent cette joie aussi. Euh, mais je savais pas quoi penser à l'époque. Je crois que j'étais en huitième, donc 13, 14 ans. Dans le cours de français, quand on ouvrait le livre, il y avait une carte du monde francophone. Et là, on voit la Louisiane. Je comprenais un peu pourquoi on était là sur la carte. Et puis, j'ai vu l'Haïti, j'ai vu les Antilles, j'ai vu la France, la Suisse, machin, le Canada, ou le Vietnam. Et je me suis dit, quel est le rapport entre tous ces pays? À part l'expérience coloniale, qu'est-ce qui nous dit? Qu'est-ce qui nous rapproche l'une à l'autre? Et qu'est-ce que moi je pourrais apprendre? Parce que surtout voir les Noirs qui eux parlaient français et qui ont appris la langue, qui sont dans un contexte francophone, c'était quelque chose qui m'a intéressée depuis jeune. Et je voulais partir tout de suite en Haïti. C'était l'époque de Papa Doc, dont mes parents m'ont interdit d'y aller, mais je suis partie au Cameroun, je suis partie en Martinique, en Guadeloupe, en France, au Canada. Je voulais juste comprendre qu'est-ce qu'on avait en commun et s'il y avait quelque chose à part cette expérience coloniale, à part la langue française, qui nous rapprochait, quoi. Et maintenant je trouve dans la cuisine un peu, je trouve un peu dans la musique, je trouve un peu dans les manières de vivre, je trouve un peu dans le carnaval. Maintenant c'est saison de carnaval. Donc il y a des expériences, il y a des coutumes, il y a des manières de créer la famille et créer les liens familiaux que moi je trouve un vrai confort dans le monde créolophone, dans le monde francophone et que moi j'aurais aimé vraiment avoir ici en Louisiane. J'ai deux enfants, un fils de 13 ans et une fille de 16 ans. Et depuis petit, je leur parle en français. Et quand on habitait ailleurs, on me demandait tout le temps, mais maman, pourquoi est-ce qu'on parle français? Et je leur ai expliqué parce que ma fille elle est née à New York, mon fils est né à Saint-Louis, ils ont grandi dans un milieu anglophone.
Et mon ex-femme, elle parle anglais aussi, donc c'était que moi. Et je me disais, OK, si je veux pas qu'ils pensent que ce soit maman la fofolle qui parle français, mais que c'est une langue qui a une structure, qui a d'autres gens qui parlent cette langue, comment est-ce que je vais créer toute une communauté autour d'eux euh, pour valoriser la langue dans leurs yeux. Et eux ont décidé de la parler ou ils sont allés dans un programme bilingue aussi ou les Ah, enfants? oui, oui, mes enfants, ils parlent toujours français. Et Fabrice, ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai créé de programmes pour eux. Donc, quand ils étaient petits à Saint-Louis, j'ai fondé la crèche où c'était quoi, le samedi matin, j'enseignais le français en famille, donc pour les parents et les enfants de bas âge. Et j'ai fait dans les crèches anglophones aussi, cours de français. Et puis après ça, j'ai monté un réseau d'écoles d'immersion. Donc, on avait une école française, une école d'espagnol, une école de mandarin. Et mes enfants, ils étaient élèves dans nos écoles, surtout dans l'école française. Et puis, quand on est rentré en Louisiane, à la Nouvelle-Orléans, nous, on a les écoles d'immersion ici depuis 35-40 ans. Et donc, ils ont pu assister à une des plus anciennes écoles filières françaises en Louisiane. Euh, oui, quand on Donc, est rentré. donc ils sont devenus bilingues par l'école et avec leur maman et ils ont Oui, pu garder le français. oui, oui. Et tu sais, parce que le langage académique, c'est différent. Et je leur ai dit ça dès le début. C'est pas, moi, j'ai jamais appris à faire les maths, faire le calcul en français. J'ai jamais appris à faire la biologie en français. Et donc, eux, ils ont un vocabulaire, une richesse de vocabulaire que je n'ai pas. Et puis, de l'autre côté, on fait aussi la langue familiale. Et donc, la seule chose qui leur manque, c'est l'argot. Et donc, ma fille de 16 ans, elle fait un internat en Europe, aux Pays-Bas. Et les autres élèves francophones qui sont là avec elle, ils lui disent, mais comment ça que tu parles français comme ça? Mais avec cet accent, c'est mimi l'accent américain. Et puis, ils lui ont tous promis de lui apprendre de l'argot parce que oui, ça se dit pas entre maman et fille. Tu as parlé un petit peu du carnaval, et bon, moi je viens aussi d'une région où il y a un carnaval, le nord de la France, Mhm. mais parle-nous un petit peu justement de ça, parce que je sais que tu es très active aussi dans les activités de carnaval. Oui, oui, oui. Donc, le carnaval, pour nous, c'est surtout la famille. C'est une réunion en famille qui dure 6 semaines, à peu près. Donc, pour nous, ça commence en janvier avec l'épiphanie. C'est lorsqu'on sort pour la première fois la galette des rois, nous on dit king cake. Et dans la galette des rois, il y a un petit bébé en plastique. À l'époque, on disait bébé Jésus, mais c'est un petit bébé en plastique. Et la tradition, c'est ce que pendant chaque fête, ou bien chaque vendredi, pendant la saison, quelqu'un apporte la galette des rois au bureau, à la salle de classe, à une réunion. Et la personne qui reçoit le bébé, c'est celle qui est responsable d'apporter le prochain gâteau. Quand j'étais petite, moi j'assistais à tous les défilés, toutes les parades carnaval avec mes grand-mères. Avec mamie, ma grand-mère maternelle, elle connaissait tout le monde, tout le monde, tout le monde, Fabrice. Et donc, quand on l'accompagnait aux parades de Mardi Gras, on suivait les parades, tout le monde lui offert des choses. Hé, Madame Jessie, Madame Jessie, Madame Jessie. Et c'était comme on était fameux quand on était à ses côtés. Il y a plusieurs manières de faire Mardi Gras selon ta communauté. Donc à Lafayette, c'est les parades. Dans les paroisses, il y a aussi, nous on les appelait les Mardi Gras, mais Mardi Gras à la campagne, c'est différent. Parce que là, ils mettent comme un chapeau pointu et très coloré et ils font couler après une poule. Et donc, quelqu'un laisse partir la poule et puis ce sont que les hommes, d'habitude, traditionnellement, donc que les hommes qui sont là à chasser la poule. Et celle qui attrape la poule, c'est celle qui gagne là. Mais nous, quand on était petits, on ne comprenait pas que les hommes, ils étaient en train de faire quelque chose. On voyait juste les déguisements. On voyait qu'ils couraient comme des fous. On voyait qu'ils criaient. Et nos parents, ils nous ont dit que que ce sont les Mardi Gras. Et les Mardi Gras vont vous chasser. Si tu fais quelque chose de mal, si tu n'étais pas sage, les Mardi Gras, ils allaient venir te chercher. Et donc, nous, on passait dans la voiture à côté d'eux. Et ils venaient taper sur la voiture, frapper sur la voiture. Et on avait tous peur en crier. Et puis les parents rigolaient. Et les parades même sont créées par des sociétés. Et n'importe qui peut créer une société pour regrouper leur famille ou leur quartier pour participer. Donc, ma tati, elle en a fait une fois, ma marraine. Et puis, maintenant, à la Nouvelle-Orléans, moi, je fais partie de 3 crews. Et donc, chaque petit crew choisit notre thème. Nous, on fait Women of Wakanda. Donc, c'est les femmes noires et les femmes dans le futur, les femmes noires dans le futur.
Et comment est-ce qu'on peut se voir, comment est-ce qu'on peut se représenter, parce que nous aussi, il y a des Noirs dans le futur. Samedi qui suit, on fait Crew of Themis. C'est aussi une crew de femmes, mais cette fois, c'est des femmes de plusieurs races et ethnies. Et nous, on est regroupés autour de la thème de justice. Et donc, il y a beaucoup de femmes qui, comme moi, dans leur travail personnel ou professionnel, ils luttent contre les injustices. Il y en a qui sont juges, il y en a qui sont avocats, il y en a qui sont activistes. Mais on est tous regroupés autour de cette question-là. Donc, nous, on va faire la parade samedi. Il y a ma partenaire qui va faire cette fois aussi avec moi. Ce qui est intéressant parce qu'elle vient de la Nouvelle-Orléans et c'est la toute première fois qu'elle va faire partie d'une parade. Elle n'a pas fait quand elle était au lycée, quand elle était jeune, et elle n'a pas encore fait avec un crew. Donc, je vais voir si ça lui plaît Il est cette jamais année. trop tard. Non, jamais, jamais. Et puis, lundi gras, je vais faire Orpheus. Les chars dans Orpheus ce sont parmi les plus beaux chars de tout Mardi Gras à la Nouvelle-Orléans. Je fais la danse et je fais les danses traditionnelles africaines depuis 20 ans maintenant, plus de 20 ans. Ici à la Nouvelle-Orléans, je danse avec un groupe de samba. Et donc, on va faire une petite part de samba pendant une des balles aussi. Alors, ces thèmes que tu évoques, que ce soit l'identité, la culture, les traditions, mais aussi la place des femmes, tu en parles aussi et tu le fais dans ton travail, dans tes activités professionnelles. Est-ce que tu peux en parler un petit peu? Oui, tout à fait. Donc, Beloved Community, c'est une ONG que j'ai fondée en 2017. Et pour moi, c'était suite à la tragédie de Michael Brown Jr. Auparavant, j'étais enseignante. Comme j'ai dit, j'avais fondé et monté ce réseau d'écoles d'immersion et du baccalauréat international à Saint-Louis. Et Michael Brown Jr. fut assassiné par les polices en août 2014 et ça m'a bouleversée. Avant 2014, j'étais à fond dans l'enseignement. Je croyais que si on pouvait tout changer dans l'enseignement, si on pouvait montrer aux enfants comment critiquer et faire des changements, si eux, ils arrivaient à travailler ensemble à travers les lignes de différence et tout, que ça allait vraiment changer la société. Et quand il fut assassiné, je me suis dit, ben non, en fait, parce que c'est pas juste l'école. L'école ne fonctionne pas sans la société. Ici, c'est une manière de refléter ce que la société nous a déjà appris. Et donc, quand j'ai fondé Beloved, c'était vraiment pour réunir l'idée de ce que fait l'école, ce qui se passe dans les lieux de travail et ce qui se passe dans les quartiers résidentiels. Parce que ce sont les trois systèmes qui nous touchent tous, qu'on soit citoyen américain, immigré, nouvel arrivé, on va tous à l'école, on va tous au travail, on habite tous quelque part. Et comment est-ce qu'on peut vraiment faire en sorte que ces trois systèmes, ils arrivent à avoir non seulement une équité raciale, une équité économique, mais qu'ils se transforment. Parce qu'aux États-Unis, c'est pas si le gouvernement dit, si le président dit, et puis tout va changer. Non. Au fait, on a beaucoup de pouvoir dans les petits lieux, on a beaucoup de pouvoir dans les entreprises, beaucoup de pouvoir dans les écoles, beaucoup de pouvoir dans les quartiers, les lotissements. Et donc, avec Beloved, on travaille ces trois filières. On conduit des recherches, on a monté un logiciel qui aide un peu à voir où est-ce qu'on en est et quel est le support nécessaire pour cette boîte, pour ses employés, pour cette année. Et c'est un travail qui est, non, c'est pas à dire que c'est difficile. C'est au niveau émotionnel, ça prend beaucoup. On peut devenir assez mécontent si on fait que ça. Parce qu'on voit à quel point les gens ils en ont besoin, à quel point les gens ils sont mais vraiment ignorants de ce qui est possible et de quels privilèges ils ont. Juste ce matin, hier j'ai eu un appel de quelqu'un dans une boîte qui me dit oh oui j'ai reçu une commendation, mais ma collègue qui est noire qui est ici depuis 20 ans, elle n'a pas eu la même commendation, je sais pas quoi faire. Est-ce que moi j'accepte? Comment est-ce que je peux changer cette boîte? Et puis on a parlé de système de management, de la gestion, de comment parler de gens dans la direction et
quels sont les points qu'ils n'ont peut-être pas considérés. Et puis ce matin, la même personne me rappelle, ou elle m'envoie un texte, on me dit, tu sais, suite à notre conversation hier, je suis arrivée à parler avec la direction et je leur ai expliqué ma point de vue et ce qui se passait. Ils savaient même pas que c'était un problème. Ils savaient même pas que, oh, on a que les blancs dans les sièges de pouvoir ici. Et ils étaient assez ouverts à en parler. Et nous, on voit que la plupart des gens, ils savent pas qu'ils peuvent faire différemment. Ils savent pas qu'ils peuvent faire avec une voix un peu plus inclusive. Ils savent pas qu'ils peuvent créer leur propre structure, qui ne doit pas suivre exactement ce qui a été fait pour eux ou avec eux ou à eux quand ils étaient jeunes. Pour ça, il faut se poser des questions, en tout cas se poser des bonnes questions. Mhm. Et c'est aussi le titre de ton prochain livre, Une bonne question. Oui, Pour c'est l'instant, ça. il est en anglais, c'est One Good Question. Est-ce que tu peux nous parler justement un petit peu du livre et Mhm, pourquoi tout tu à l'as fait. fait et où tu veux aller avec ce livre? Oui, oui, oui. Donc, une bonne question. C'est quand j'étais petite, comme beaucoup d'enfants, je posais beaucoup de questions à ma mère et parfois je l'embêtais avec mes questions. Mais j'avais une maîtresse à l'école évangéline en fait, et elle nous appelait Wonder Why parce qu'on se demandait tout le temps, mais pourquoi c'est comme ça? Pourquoi c'est pas comme ça? Et donc très jeune, j'ai eu ce sens que s'interroger, se poser des questions et poser des questions aux autres, c'était une bonne valeur. Mais puis, en tant que prof, c'était pas jusqu'à ce que j'étais prof dans un lycée du baccalauréat international que j'ai compris qu'il y a toute une communauté et toute une pédagogie de l'enquête, une pédagogie de s'interroger. Et ça m'a vraiment changé ça a changé non seulement la manière dont j'enseignais, mais la manière dont moi j'apprenais. Oui, je savais avant que oui, je peux poser des questions pour aider les apprenants à arriver à leurs propres idées, à leurs propres conclusions, mais vraiment à poser une question qui n'a pas une seule réponse, ou à poser une question qui ne mène pas à la réponse que moi je veux. C'était difficile. Oui, moi j'ai beaucoup d'opinions. Si tu me poses une question sur n'importe quoi, je peux te dire voici mon avis et pourquoi ceci, cela. Mais si on croit que l'apprenant est la personne la plus importante dans une leçon, comment poser une question pour que eux ils arrivent à identifier les ressources, à identifier les filières, à identifier euh, les textes eux-mêmes, au lieu de juste dire, OK, voici, tu m'as appris une chose, je vais te dire exactement ce que tu m'as appris, et ça c'est la bonne réponse. Et moi, ce que j'ai dit dans One Good Question, une bonne question, c'est est-ce qu'on pose les bonnes questions? Et comment arriver à poser une bonne question qui n'a pas une seule réponse? Une question qui, si tu posais cette question à 50 personnes, tu auras 50 réponses, mais complètement différentes, selon leur contexte, selon leur pays, selon leur état, selon leur génération, leur travail. Et donc, dans le livre, ce que j'ai fait, c'est pendant 2 ans, je faisais des interviews avec moi je dis leader, et eux ils disent pas toujours, oh non, moi je suis pas leader, mais pendant 2 ans, j'ai fait des interviews avec des leaders de, je sais pas, 11, 12 pays, et ils avaient tous euh, au moins une part de leur travail qui touchait aux enfants, soit soit dans l'enseignement officiel, soit dans la pédagogie, soit dans le développement de la jeunesse, soit dans la police. Mais je leur posais tous la même question. Et selon leur expérience, ils offraient une réponse. Et donc, dans le livre, on voit cette question qui revient chaque fois, mais puis on voit aussi quelles sont les questions qu'eux, ils se posent. Et les questions qui, pour eux, n'ont pas de réponse, où ils sont vraiment ouverts à découvrir quelque chose. Souvent, on croit que dès qu'on a telle ou telle licence ou diplôme ou doctorat, qu'on a tout appris, ou que c'est toi maintenant l'expert.
Mais le fait de pouvoir s'interroger, de dire, oui, moi j'ai le doctorat, j'ai pas de doctorat moi, mais j'ai 10 ans, j'ai le doctorat et j'ai toujours pas la réponse. Je sais toujours pas exactement ce que ça veut dire, surtout dans les sciences sociales. Et donc la question que moi je posais aux autres, c'était une question pour le rapport entre les investissements dans l'éducation. Quel est le rapport entre nos investissements et nos attentes de la prochaine génération? Je crois fort dans cette économie, si on investit dans quelque chose, c'est ça qui va fleurir, mais c'est quoi? Et donc, pour chaque entretien, les gens, ils avaient des réponses complètement différentes parce que pour ceux qui étaient profs, qui travaillent avec des jeunes actuellement, ils parlaient de manière très précise sur ce que faisaient les élèves dans les salles de classe, dans les lycées, dans les facultés. Pour ceux qui travaillaient un peu plus loin, qui travaillaient dans les ONG, qui travaillaient dans les bureaux de police, ils parlaient plutôt des systèmes ou de l'investissement de subventions qui viennent de l'État ou qui viennent du niveau fédéral. Et puis on avait qui travaillaient plutôt dans la philanthropie, ceux qui travaillaient dans les recherches, ceux qui travaillaient dans l'économie. Et ces gens-là, ils avaient des réponses très précises, très recherchées. Mais si vous citez tel ou tel statut, et puis vous suivez tel ou tel policier, ça veut dire que un investissement va reproduire tel ou tel effet pour les enfants. Des réponses assez cliniques, je dirais. Et j'ai beaucoup appris. Euh, et j'essayais, pendant chaque entretien, j'essayais de vraiment suivre la piste de ce que la personne me disait et de ne pas juste attendre à ce qu'il me donne la réponse que moi je souhaitais, parce qu'ils avaient des perspectives complètement différentes. Par exemple, euh, il y a au moins 2 entretiens dans le livre avec des leaders à Bangladesh. Et donc, quand ils parlaient du système d'enseignement Bangladesh et quand ils parlaient de leur public visé dans leur programme, il y a un qui travaillait avec les programmes pour femmes, pour les former pour un premier emploi, et un autre qui travaillait un programme de jeunes leaders. Et je me suis dit, oh oui, aux États-Unis, on a des trucs pareils. On a des programmes de leadership pour adolescents, on a des programmes de workforce development pour apprendre telle ou telle compétence pour accéder à un emploi dans tel ou tel secteur ou domaine. Et je pensais à notre public aux États-Unis. Mais quand ils parlaient et quand ils m'expliquaient qui était leur public, moi je pensais aux élèves qui n'ont pas fini lycée. Parce qu'aux États-Unis, ça c'est la population la plus importante dans cette question de workforce development. Oui, tu n'as pas de diplôme, comment est-ce qu'on va te préparer pour une carrière, machin. Mais non, là, à Bangladesh, ils parlaient d'une population qui n'avait pas fini les études primaires. Et j'étais tellement choquée parce que je savais intellectuellement que les femmes n'ont pas accès, que les filles n'ont pas accès à l'enseignement partout dans le monde. Je savais, mais j'avais jamais vu ça. Et c'était la première fois que j'avais compris que les femmes qui ont quitté l'école à 8 ans, à 9 ans, sont dans le monde, dans leur pays à eux, et qui n'arrivent pas non seulement à lire, à écrire, mais à accéder au travail. Et donc, pour moi, c'est une manière de s'interroger en tant qu'Américaine et de voir tout ce qu'on a en tant que privilège, mais aussi comment les problèmes que nous, on essaie de résoudre ici, comment c'est lié aux problèmes dans d'autres pays qui ont des contextes complètement différents. Alors, quel est ton espoir pour ce livre et qu'attends-tu ou qu'espères-tu que les gens en comprennent? J'aimerais bien que les gens comprennent qu'eux, ils peuvent se poser des questions et qu'ils peuvent se poser des questions difficiles. Moi, je trouve que lorsque tu arrives dans n'importe quelle réunion avec une bonne question, ça peut changer le résultat de la réunion. Ça peut vraiment changer la manière dont les gens vont s'approcher à un problème ou à une conversation, une discussion. Et puis la suite, c'est pour ceux qui travaillent dans l'éducation, pour ceux qui travaillent dans l'enseignement, surtout aux États-Unis, comment est-ce qu'on peut comprendre
les différences, mais aussi les similarités entre ce que nous on subit aux États-Unis et ce qui est vraiment problématique dans d'autres pays. Parce que, disons que j'avais déjà beaucoup voyagé, disons que j'étais prof de français, j'avais monté un réseau des écoles, je me croyais assez confortable, je me croyais assez instruite. Mais même moi, je ne savais pas que ça existait. Et puis quand je regarde tous les enseignants ici qui n'ont peut-être pas eu les mêmes accès globaux que j'ai eu, comment est-ce qu'ils peuvent comprendre que ceux qui travaillent dans leur cours d'anglais, ceux qui travaillent dans leur cours d'histoire aux États-Unis, ceux qui travaillent au lycée, au niveau primaire, qu'il y a un rapport entre eux et un prof en Inde, il y a un rapport entre eux et un prof en Jamaïque, il y a un rapport entre eux et un prof en Argentine ou au Mexique, pour créer peut-être des solutions qui vont à travers les frontières. Et bien sûr, ces belles paroles. Je te remercie infiniment, chère Rhonda. C'est un plaisir de t'avoir sur ce podcast. Oh, merci de m'avoir invité. Non, c'était sympa, Fabrice. Grâce à sa trajectoire multilingue et multiculturelle, à son héritage louisianais et son engagement pour la langue française et l'éducation bilingue, Rhonda Broussard a su développer une sensibilité aux questions de diversité, d'accès, d'équité et l'impact de notre investissement collectif dans l'éducation pour que la prochaine génération puisse produire des citoyens du monde ouverts aux langues et aux cultures des autres. Merci à Emmanuel Samartin de French Morning et à Zara Poonawala pour le montage. À très bientôt sur Révolution Bilingue.